Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de la RTVH. Vous êtes dans votre émission Au Crible. Ici, nous parlons de l'actualité. Nous traitons l'actualité avec ce qui les font, les leaders d'opinion sur ces plateaux. Je suis avec Monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Il est cadre de la Mouka, un patriote. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, soyez le bienvenu. Merci encore une fois de plus pour l'invitation renouvelée. De l'autre côté, je suis avec le président Gabriel Moka. Il est président de MDECO, l'un des anciens candidats aux élections de 2018. Monsieur Gabriel Moka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. De l'autre côté également, je suis avec monsieur Norbert Yamba. Il est du CACH et de l'UDPS. Monsieur Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Et aussi, je suis avec monsieur Michel Kitoko, leader de Club de Patriotes Congolais, un consultant international, un patriote tout fait. Monsieur Michel Kitoko, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Monsieur Michel Kitoko, je commence avec vous parce que le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. C'est un 4e sommet des Nations Unies. Félix Tshisekedi au perchoir, on en parle, mais avant ça, commençons avec l'actualité mondiale parce que l'un des anciens présidents français vient de nous quitter, Jacques Chirac. Quoi comprendre de son combat par rapport à la diplomatie RDC et la France? Bon, moi je sais que Jacques Chirac, vous savez, moi je suis de la culture bantou. Lorsque quelqu'un vous quitte, très souvent dans notre culture, et je suis coutume, nous ne mettons pas très souvent le doigt sur ce qui fait mal ou les côtés négatifs de la personne. Parce que les côtés négatifs, si vous cherchez, vous en trouverez toujours. Mais les côtés positifs, si vous en cherchez, vous en verrez toujours. Donc, pour accompagner son âme en paix, je dirais que Jacques Chirac, c'était un grand président français qui a marqué le monde. Et d'ailleurs, quand il était Premier ministre du temps de Mitterrand, il est déjà venu ici, au Congo, et il a été reçu par le maréchal Mobutu. Ça a marqué quand même ce temps à l'époque de manière conviviale. Il a été très bien reçu, mais du côté de France-Afrique, hein, je pense qu'il a été parmi l'un des dirigeants après Mitterrand qui avait exigé la démocratie conditionnée par des aides. Lui, il était beaucoup plus un peu dans la façon de la supériorité de la France vis-à-vis du reste. Donc, ce sont un peu quelques points négatifs, et surtout avec les immigrés sur place en France, qui ont été traités de tous les noms, de beaucoup de choses, mais qui s'est rattrapé par la suite parce qu'il n'a pas s'excusé, mais il a voulu s'expliquer autrement, qu'il n'a pas voulu dénigrer ces personnes, mais il a fait les 2 mandats. Le premier mandat qui était septennat, le deuxième mandat quinquennat, parce que c'est sous Jacques Chirac qu'il y a eu des réformes de septennat à quinquennat à France, et qu'il a laissé le flambeau à Nicolas Sarkozy. Donc, voilà. Nous savons très bien dans quelles conditions Sarkozy a laissé la France dans des conditions ignobles aussi. Merci. Monsieur Gabriel Moka, vous êtes président d'un parti politique, vous étiez candidat président de la République. Est-ce qu'on peut nous dire que l'Afrique a perdu aussi un allié? Quelqu'un comme Jacques Chirac a eu aussi à faire beaucoup de choses en Afrique. Nous avons suivi plusieurs commentaires des télévisions françaises et même ses ennemis parlaient toujours des biens de Jacques Chirac. Comme il était Messie l'Afrique, et je peux dire que Jacques Chirac, il a conduit la France vers un petit bonheur. La France aussi, sous Giscard d'Estaing, vous connaissez ce qui s'est passé. Les Français n'étaient pas tellement réveillés. Mais l'arrivée de Jacques Chirac a fait en sorte que la France puisse voir clair. Les économies d'Afrique, tous transitaient vers la France, pas toute l'Afrique, l'Afrique qui a été colonisée par la France. Et cela n'était pas à la portée de tout le monde comme sous l'actuel président Macron. Ouais, les secrets qui étaient fermés aux économies d'Afrique, la monnaie unique qu'on a voulu étaler à la place publique, qui a créé des problèmes et des tollés en France. Mais Jacques Chirac, si j'étais en France, je suis de la droite française. Puisque à l'époque de Jacques Chirac, avec tous ses amis, c'était vraiment la gloire de la France en ce qui concerne la politique. Nous, on a connu
j'ai aimé la politique sous Étienne Tshisekedi en 1975, quand il fut commissaire du peuple, avec Bobolo Kolokonga comme président de l'Assemblée nationale. Et j'ai vu la façon dont Tshisekedi évoluait avec ses amis, puisqu'il n'était plus avec Mobutu. Mais au même moment, j'ai compris la politique française, moi qui étais un jeune homme d'affaires. Et Jacques Chirac a façonné la France, ses apparitions, tout ce qu'il faisait. Et Jacques Chirac était le plus aimé. D'ailleurs, vous voyez, il est plairé à tout moment. Jusqu'à lundi, les télévisions françaises sont réellement à deuil comme par rapport à d'autres pays. Alors, ce que j'ai retenu, les jours de son élection, Jacques Chirac respectait même comment on appelle ça, les signaux hein, sur la route. Hein. Donc, il arrive sur le feu rouge pendant qu'on l'attendait dans son parti politique pour faire un discours de la victoire, mais il s'arrêtait, contrairement au président africain. Donc, par là, j'ai compris qu'il y a la démocratie en France. Avec Jacques Chirac, il était pas mal. Sauf qu'il a été trahi une fois par Sarkozy. Et Jacques Chirac avait un peu maigri pendant la campagne, mais heureusement pour lui, il avait quand même gagné. Voilà, merci Président Gabriel Mouka. Monsieur Norbert Yamba, je rappelle que vous êtes du CACH et de l'UDPS, parti au pouvoir. Monsieur Norbert Yamba, les gens disent que Jacques Chirac était plus avec le président gabonais qui les autres présidents. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique aujourd'hui peut dire qu'il a perdu un allié important au trompe de Jacques Chirac? Merci beaucoup. Merci. Le président Jacques Chirac, ce fut un président français, a été très utile pour la France. Il a beaucoup marqué la France. D'ailleurs, c'est un personnage, le dernier d'ailleurs, de la Ve République, qui visiblement avait beaucoup impacté et qui inspirait véritablement de la vision du général de Gaulle. Et vous l'avez entendu, le président Mouk dire que jusqu'à aujourd'hui, on le plaire à France. Bon, est-ce qu'il a été notre allié? Je dis effectivement, nous avons eu des relations avec la France, France-Afrique. Nous avons eu des relations avec la France dans le cas de la francophonie. Il est vraiment, hein, parce qu'on ne peut pas parler du mal des gens qui sont, des personnes qui sont mortes, et croyez-moi, c'était des stratégies de pénétration et de domination, parce qu'on ne peut pas avoir un seul pays face à un continent. C'est que très clairement, les relations étaient déséquilibrées. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une évolution, chacun aura marqué véritablement son temps. Nous croyons qu'il a fait ce que ça répondait à son époque, mais il y a une évolution positive parce que nous croyons que les discriminations liées à une sorte de complexe de supériorité sont des discriminations que notre génération et les générations futures n'accepteront plus. Nous sommes en train de vouloir bâtir, c'est pas, une société qui se planétarise. J'ai beaucoup aimé l'un de ses successeurs, Macron, dire qu'on doit pouvoir reconfigurer ces relations, on doit reconfigurer, y compris le système des Nations Unies. Et vous avez suivi Trump dire que ce système est un peu démodé, un peu dépassé, parce que c'est un système qui a conçu une mendicité internationale, qui a monté un système, n'est-ce pas, de patrimoine, n'est-ce pas, un patrimoine qui permettait véritablement à fabriquer des dictateurs dans mon pays et qui servait véritablement, n'est-ce pas, les pays occidentaux. Nous avons été marqués par sa prophétie lorsqu'il disait que la démocratie était un luxe pour l'Afrique. C'est vrai que les élites politiques de l'Afrique a démontré qu'elle était très résistante par rapport à la démocratie.
Et ça paraissait véritablement comme un luxe, même si ce n'est pas une réalité, c'est évident. Et à ce que ça s'apprend, cette démocratie est fondamentalement occidentale. Ce n'est pas pour autant qu'on va nous apprécier. Mais en tout cas, l'élite politique a été ses alliés, mais la population ne l'était pas. Merci M. Norbert Mbamba, M. Jean-Baptiste Boumanza, vous êtes de l'avocat, mais restons sur la question de Jacques Chirac, parce que nous la terminons avec vous. Joseph Kabila a dit qu'il était le seul qui avait soutenu son père à l'époque. Donc Jacques Chirac était beaucoup pour la République démocratique du Congo. C'est votre lecture? Non, monsieur le journaliste, d'abord merci pour la parole. Chaque fois vous voulez stigmatiser le fait que je suis de la Mouka, je ne l'ai jamais nié. Vous m'avez présenté comme étant de la Mouka et je ne l'ai jamais nié. C'est juste un rappel. Ça vous dérange? Quand ça devient monotone, ça dérange quelquefois d'autres oreilles. On comprend que vous avez le sang de l'UDPS, évolue. Je suis en train d'abord de saluer la mémoire de Jacques Chirac. Il a été un des grands chefs d'État européens. Jacques Chirac, si ma mémoire ne me trahit pas, doit avoir été le dernier gaulliste, et gaulliste au vrai sens du terme. Les autres qui succèdent, je crois qu'ils ne sont pas dans cette lignée-là. Peut-être ils font un effort pour essayer de se mettre sur la lignée des gaullistes, mais c'est lui qui était, je crois, le tout dernier qui incarnait le gaullisme en France. Jacques Chirac, effectivement, on a évoqué ici, au sommet de Biarritz, il a lâché cette phrase-là qui conditionnait l'aide au développement à la démocratisation des pays africains. Je me souviendrai à son temps, même le maréchal Mobutu et les autres dirigeants africains avaient mal digéré cette proposition de Jacques Chirac à son temps. Et il meurt. Je crois que l'opinion se souviendra encore de lui. En Afrique, même si son laboratoire avait fabriqué des dictateurs, mais ça appartient à l'histoire. Nous voyons l'essentiel de positif que l'homme a posé comme acte sur la terre. Je crois qu'il a été un grand président. Et c'est à partir de la déclaration là de l'aide conditionnée au développement que la plupart des démocraties africaines ont émergé. Que nous avons connu la conférence nationale à travers l'Afrique. Et même s'il avait des amis présidents de la République, il faisait quand même un effort pour leur dire non, trop c'est trop, essayez un peu de mettre vos pays sur les rails de la démocratie. Encore une fois, que son âme repose en paix. Merci encore une fois, que son âme repose en paix. C'est notre manière de plairer avec les Français. Mais parlons de l'actualité. C'est ton quatrième sommet des Nations Unies. Félix Tshisekedi Perchoir, le chef de l'État, pour sa toute première fois, était aux États-Unis pour parler de la République démocratique du Congo. Monsieur Michel Kitoro, je rappelle que vous êtes le leader des clubs de patriotes congolais. Vous êtes un consultant international. Qu'avez-vous compris du discours du chef de l'État? Est-ce qu'il était à la hauteur? Bon, à la hauteur, je dirais oui. Il a réussi, je peux dire, son examen de lecture devant l'Assemblée des Nations Unies. Il a dit ce qu'il pouvait dire, hein, parce que ce discours a été préparé par ses services lui-même, qui doit refléter, je pense, la vision. Maintenant, j'ai retenu quelques éléments qui ont attiré mon attention. Le premier élément, j'ai retenu qu'il a posé un questionnement par rapport à l'accident de l'histoire de notre pays, l'accident de l'assassinat. J'appelle ça accident, peut-être pour atténuer l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, en disant quelle serait la trajectoire du Congo sans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba? Pourquoi on ne l'a pas laissé continuer cette jeune démocratie? Parce qu'en assassinant ces personnages historiques, on a assassiné la démocratie naissante à l'époque.
par les puissances impériales. Cela étant que nous sommes liés avec cette histoire, parce qu'à l'époque, les Nations Unies est venue ici, dans notre pays, à l'époque c'était ONUC. Avec ONUC, nous avons connu tous les drames qui a eu lieu, la sécession du Katanga. Et plus de 500 000 morts à cette époque, il faut le souligner. Concocté par qui? Concocté par les puissances belges à l'époque. Et vous savez très bien que le Belge appelait un commandant qui s'appelle Gérard Sauté, paix à son âme, il est mort avec le dent de Patrice Emery Lumumba comme trophée qu'il a mené au palais royal. Il a été reçu, un rapport qu'il a présenté là-bas. Voilà l'histoire douloureuse que nous avons avec les puissances occidentales. Maintenant, l'ONU, à l'époque, est venue. L'ONU a perdu, Nations Unies a perdu le premier secrétaire général, Dag Hammarskjöld, qui est mort par assassinat aussi, parce que son avion a été bombardé. Et jusqu'à aujourd'hui, l'enquête continue. Donc vous voyez le Congo au centre du monde, au centre de la population mondiale. Autant nous avons perdu beaucoup de personnes si importantes ici, autant l'ONU aussi a perdu un grand homme qui est le secrétaire général. Donc, nous méritons quand même immigrer vers une solution réelle que de dépendre des Nations Unies de manière permanente. D'où la nécessité de réformer notre puissance, notre armée, notre défense, pour que nous ne soyons plus jamais dépendants de cela. Et je pense que politiquement et diplomatiquement, il avait mis l'accent aussi sur les réformes de la MONUSCO, qui ne doit pas être pléthorique. Il fallait trouver des solutions avec un système qui amène à ce que la force d'intervention rapide, comme déjà, qui a défait le M23 avec l'appui de notre armée, bien sûr, qu'il faut saluer. Donc c'est cette méthode-là qu'il faut mettre fin avec la guerre permanente sévère à l'est du pays. Président Gabriel Mouka, la même question, mais d'une autre manière. Le chef de l'État, à l'époque de Joseph Kabila voulait que la coopération entre la RDC et les soldats onusiens ne puisse cesser, mais le président Félix Tshisekedi, avec sa diplomatie, il dit que ça doit continuer. Pensez-vous que la République démocratique du Congo ne peut pas s'assurer et s'assumer sur le plan sécuritaire? La RDC peut s'assumer dans sa gestion, dans la protection des citoyens congolais, même sans la MONUSCO. Mais il y a un problème. Ceux qui ont pris ces Congos par les armes en 1997 sont toujours là. L'AFDEL? L'AFDEL. Les héritiers de la Bon. À partir du moment où ils sont dans notre pays, ils sont dans tous les méandres de l'économie nationale, de la vie, de vie de nos citoyens. Ils tuent toujours, comme à l'époque de l'AFDEL. Ils pillent les richesses que le président d'Afrique avait sur lui. Maintenant, on va s'assumer quoi? On commence d'abord par former une armée très forte. Une armée au service de la population. Une armée qui doit récupérer tous les territoires qui sont occupés par les armées rwandaises et les peuples rwandais et ougandais, burundais et consorts à raison de nos matières premières qu'on exploite nuit et jour, à l'absence des Congolais. Si l'actuel chef de l'État, s'il m'avait suivi, je lui ai dit, nous devons conditionner votre pouvoir par mettre 20 000, 25 000 hommes aux frontières déjà qui viennent des pieds des richesses. À partir du moment où ils ont la force avec nos richesses, nous laisserons toujours les sous-hommes devant les Rwandais et les Ougandais. Parce que vous n'avez pas le pétrole, vous n'avez pas les manganèses, ni les cobalt, ni autres, mais vous trônez sur le marché des métaux, le marché international, avec les cobalt de notre pays, avec les quotas de notre pays. Alors la RDC devient par rapport avec des petits budgets, aujourd'hui j'ai appris si c'est 11 milliards ou 5 milliards. Il y a une complicité qui est là. Moi, tous ceux qui ont amené l'AFDEL dans notre pays, des tristes mémoires, comme a toujours souligné mon ami Jean-Baptiste, ils ont tué la maman Congo. Et ils continuent à tuer. Vous parlez des kabylistes? Écoutez-moi seulement. Si vous imaginez les kabylistes, mais j'ai cité l'AFDEL. Ok. Et ses héritiers. Et ses héritiers. Mais maintenant,
que les chefs de l'État cherchent des négociations avec eux. C'est par là qu'il y a des problèmes. Je ne dis pas qu'il doit être l'ennemi de tous ces gens, parce que tous les Rwandais, tous les Ougandais ne sont pas contre les Congolais, ne tuent pas les Congolais. Mais il faut d'abord, dans un premier temps, notre président de la République, le fils de notre vieux, doit s'atteler à former une armée très forte pour garantir les territoires hérités les bornes héritées de la colonisation. Cela va nous donner la force. On n'aura pas tellement besoin de la MONUSCO. Puisque quand une armée est très forte, la MONUSCO va partir. Nous allons nous-mêmes nous assumer. Mais aujourd'hui, tout le monde, quand on parle des débats de la MONUSCO, ah non, les Rwandais vont pouvoir occuper notre pays. Mais nous sommes là, des techniciens en la matière, nous vous disons tel point. Avec ça, j'avais dit dans mon programme, je vais arrêter Kone. Les bandits ougandais là qui viennent, si on tue Kone, on arrête ces gens, je crois qu'entre nous et l'Ouganda, ça va rester une bonne coopération. Mais seulement le chef de l'État, il a parlé. Mais le seul côté que je lance comme un message, la sécurité. S'il va réussir dans la sécurité, dans nos frontières, on n'aura pas un petit budget qu'on est en train de nous présenter. Nous n'aurons pas de nouveaux riches, l'Ouganda et le Rwanda, avec nos richesses. Nos richesses vont servir au développement de la RDC. Donc, j'ai écouté un peu les discours, j'ai saisi quelques points de nos richesses qu'il a avancées, mais ces richesses doivent être sécurisées plutôt pour servir la nation. Donc la sécurité est la priorité. Imaginez-vous, donne-moi quelques secondes. 30 secondes. Le Rwanda est spécialiste aux ventes des animaux, comment on appelle ça? Les vaches, hein, les éleveurs de bétail, comme on le dit. Mais comment un éleveur de bétail peut trôner sur le marché des métaux? Et vous connaissez qu'il pénètre quelque part pour piller, mais il faut bloquer l'endroit. Moi, je suis en train de regarder mon pays. Les peuples meurent par manque de quoi, je ne sais pas, vous pouvez comprendre. Merci, président. Voilà les connaissances, nous les évoquons à la place publique pour servir de pont au chef de l'État, notre chef de l'État, de s'affirmer. Voilà, merci. Monsieur Norbert Bamba, la question directe à vous, parce que vous êtes de l'UDPS, vous êtes avec le nouveau chef de l'État, mais il avait promis d'amener l'état-major à l'Est pour que la question de l'insécurité puisse cesser, mais autant de moi, une promesse non réalisable. Est-ce que c'était une promesse propagandiste ou soit la réalité, c'est une autre chose? Bon, je veux comprendre que lorsque nous sommes ici, nous sommes en train d'analyser le discours du président de la République aux Nations Unies. Et que on ne peut pas sectariser ce discours de cette manière. J'avais souhaité en fait que quand vous avez donné, je ne fais pas de leçons, mais que chacun donne d'abord son point de vue par rapport au discours, et puis finalement, on va retourner. Nous allons y arriver point par point, mais la question concerne aussi la sécurité, voilà pourquoi je vous la pose. Voilà. Il faut sortir des incantations. Construire une sécurité ne veut pas dire être seulement en face à face. Le président doit porter comme le maréchal portait la tenue sur les champs de combat. C'est pas ça. Moi, je venais de Goma. J'ai fait un crochet à Béni. J'ai vu des militaires. J'ai vu des responsables. Ils sont en train de travailler nuit et jour. Justement pour repousser, si pas neutraliser les adversaires, les bandes armées, etc. Et donc, la conception d'un plan de guerre peut se faire, parce que nous sommes au niveau de la conception, nous sommes au niveau de l'établissement d'un schéma opératoire, ça peut se faire à Kinshasa, mais on déploie les gens sur le terrain. Donc pour vous, je vais déployer l'état-major, ça veut dire prendre tous les militaires et les localiser à la frontière. C'est ce qu'il avait dit. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, il faut sortir du débat des quartiers. Il n'a pas dit ça. Mais ce chef d'aller parler. Priorité. Okay. C'était une priorité pour le président de la République
de s'occuper de la question de la sécurité à l'est de la République. Et il y a plusieurs stratégies autour de ça. Première stratégie, parce que tout à l'heure, le président Moka en parlait, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Le Rwanda, c'est un pays frontalier. Et le Rwanda a des interactions avec le Congo. Et donc, si le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda sont des pays frontaliers, nous devons utiliser deux schémas. Le premier schéma, c'est la construction d'une conception autour de la réalisation d'une intelligence collective. J'allais dire, autour de projets fédérateurs. Discuter avec eux pour leur montrer que nous sommes capables de faire et de gagner tous ensemble. Et cette discussion, elle se fait. C'est comme ça, c'est pas pour rien que les gens disent aujourd'hui que bon, le président se promène beaucoup. Il se promène pour aller rencontrer les gens. Il y a des questions, il y a des choses pour lesquelles on peut obtenir un résultat sans utiliser la violence. Et il aurait souhaité véritablement aller dans cette lance-là. Il est en contact avec eux, ils définissent les objectifs ensemble, ils mettent en place un agenda stratégique et ils sont dans la perspective de pouvoir faire gagner le Congo, le Rwanda, le Burundi, tous ces pays frontaliers. Deuxième chose, c'est le schéma militaire. C'est-à-dire que lorsque on est dans une perspective où les contacts, les discussions que nous prenons avec ceux qui sont censés être véritablement nos agresseurs, ça n'aboutit pas. Et alors maintenant il faut prendre une décision de l'ultime recours. Et l'ultime recours, essentiellement, c'est la confrontation. Et par rapport à ça, vous avez suivi, le président de la République avait d'abord réuni l'état-major général. Le président de la République a augmenté le moyen pour que véritablement les militaires se mobilisent sur le terrain et en assurent la sécurité. Et plusieurs fois, on voit la vaccination des différents militaires qui vont et qui sont sur le terrain. Et je vous dis que j'étais à Goma, j'étais à Gizeni, j'étais ce qui est en contact avec Bukavu. Et donc, il y a des militaires. Quand vous arrivez à Beni, la même chose. À Butembo, la même chose. Donc, si vous entendez que le président puisse se déplacer avec la cité de l'OIA, c'est pas à Beni, alors là, franchement, on est dans la fertilisation de l'élite. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, pour trouver la paix à l'Est, il faut seulement être accompagné de l'ONU. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais permettez-moi de faire un pas rétrospectif lapidaire. J'avais oublié un petit point en rapport avec feu Jacques Chirac. Il était un président courageux qui s'assumait. Vous savez qu'elle lui a dit non aux États-Unis lors de l'agression de l'Irak. La France n'a pas voulu emboîter les pas aux États-Unis. Ça, c'est ce petit pas rétrospectif lapidaire. En rapport avec votre question, je vous dirais, et c'est la thèse que j'ai toujours soutenue, les malheurs du Congo que nous déplorons aujourd'hui est la fidèle et triste mémoire. Et c'est Laurent Désiré lui-même qui nous a dit que c'était un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. L'AFDEL parti, les héritiers sont restés. Et j'ai toujours dit que l'AFDEL est venu avec un principe dangereux, la sissiparité transversale. Ceux qui ont appris les cours de biologie ont étudié l'amibe. Vous savez comment l'amibe se multiplie? L'amibe se divise en deux. Les deux autres parties vont se diviser. Les autres vont se diviser, ainsi de suite. Voilà comment l'Est du pays est devenu une poudrière. Avec plus de 100 groupes armés. Mais si nous voulons qu'il y ait la paix, pour que le Congo puisse évoluer comme il se doit, de la même manière que le président de la République avait demandé aux civils congolais qui sont éparpillés à travers le monde de revenir au pays, qu'il demande aussi aux éléments formés par l'argent des contribuables congolais de revenir au pays, d'intégrer ou réintégrer l'armée. Nous avons des belles, des brevetés d'état-major. Nous avons des thèmes
des techniciens d'état-major. Vous savez que notre armée inspirait la peur aux pays limitrophes qui sont devenus, si je peux reprendre une expression de chez nous à Kinshasa ici, les Pomba vis-à-vis du Congo au jour d'aujourd'hui. Il faut que le président de la République fasse revenir ces compatriotes-là qui ont la matière concernant l'armée et qu'il puisse matérialiser ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire procéder à la permutation des officiers qui dirigent à l'est du pays. Parce que la plupart sont devenus des affairistes. Au lieu de s'occuper de ce qui se passe au front, ils s'occupent de leurs affaires. Et il y a plusieurs rapports que nous parcourons. Vous trouvez dans les milieux où on exploite les matières précieuses. Et les militaires congolais, et les groupes armés nationaux, et les groupes armés étrangers. Donc ils parlent presque les mêmes langues. Tous s'exploitent là-bas. C'est une image qui humilie la République. Vous savez que l'armée, c'est le bras séculier de la République. Il faut que le président de la République fasse un effort pour que l'Est cesse d'être le ventre mou de la République. Et ne confier les responsabilités qu'aux véritables officiers formés. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis et frères dans l'armée. 5 secondes. Écoute. Vous savez comment on monte en grade dans l'armée? C'est après le haut fait d'armes. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Vous avez vu un garçon à la cité et il faisait si c'est quoi? 2-3 ans après, vous le voyez, non, il est devenu capitaine. Par quelle magie? Il est devenu major. Par quelle magie? Voilà. On ne s'amuse pas avec le métier d'armes. Et j'avais dit pour terminer que l'Afrique était à la base de nos malheurs. Et ici, je vais me rappeler d'un de mes grands professeurs de la grande université politique du Congo, l'UDPS, fait docteur Etienne Tshisekedi Wamolo. Il a prodigué un sage conseil à Laurent Désiré Kabila. Mon frère, vous êtes venu avec les étrangers, demandez-leur la facture. Nous allons l'honorer, ils vont rentrer chez eux, nous allons rester organiser notre pays. Vous savez, il y a beaucoup de gens de l'AFDEL de l'époque, avec l'ivresse du pouvoir, qui sont montés sur les chevaux pour contredire ce qui avait été dit. Je me suis toujours soutenu un compatriote, c'est là que je vais terminer, Feu Kinké la Vicence. Il dit, chez nous ici, il n'y a pas d'étrangers. Même s'il y en avait, chez nous, quand les étrangers arrivent, ils reçoivent un accueil délirant. Nous leur offrons même les femmes. Et la suite est aujourd'hui. Voilà. Nous qui n'étions pas à la base de cette bêtise-là, de cette débâcle, nous sommes en train de payer le... Merci M. Jean-Baptiste Segomaza. Nous allons parler de deuxième point. Il a parlé de la gratuité, effectivité de la gratuité. Mais M. Michel Kitoko, parce que vous répondez à cette question, apparemment, Félix Tshisekedi a hérité un pays, un non-État. Joseph Kabila, à la tête du pays, 18 ans, il n'a pas pu redresser les choses. Donc, Félix Tshisekedi a hérité inarmé, avec les infiltrés, les incompétents, parce que jusque-là, il y a toujours des guerres à l'Est. Bon, moi je pense que dans nos analyses, lorsque nous voulons donner un certain nombre d'éléments à la population qui nous regarde, nous devons être vrais. Vrai parce que la vérité finit par rattraper. Nous n'avons pas le droit de mentir sur le plateau de la télévision. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Le désastre à l'est du pays n'est pas l'affaire du FDL. C'est depuis Jean Scran. Depuis Jean Scran qui s'est autoproclamé, un Belge qui s'est autoproclamé président de la République du Zaïre. Mobutu lui-même à l'époque l'a répété du haut de tribune des Nations Unies pour dire que le blanc a mobilisé la télévision et la presse pour lui faire de la publicité alors qu'il était incontesté sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien dans tous les pays représentés ici. Il avait dit à l'époque.
Et bien avant Jas Graham, depuis la période coloniale, depuis la période à la question de notre pays à l'indépendance, les problèmes ont commencé. Vous comprenez? Donc là, si nous voulons trouver une solution, nous devons connaître la racine du problème, plutôt que de prendre de manière superficielle la situation. Parce qu'il en a évoqué de l'AFDEL, qu'est devenu le fameux militaire dont il fait allusion, qui était devenu allié du MLC. Parce que ce pays était divisé. Vous avez le MLC qui occupait une partie du territoire national. À 2000 km, il faut qu'il soit là et opérer avec le militaire de manière permanente jusqu'à terminer. Merci, M. Michel Kitoko. Merci, Michel Kitoko. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Une minute. Non, pas une minute. Il a réagi par rapport à mes propos. Une minute. Déjà le débat. Il faut que je mette le président. Une minute, vous allez s'il vous plaît. Il ne faut pas rogner. Allez, alors, gagnez les minutes. Je voudrais dire aux compatriotes que quand on est sur le plateau de la télé, il faut un minimum de respect. Je vous respecte. Mutuel. S'il vous plaît. Oui. Je ne vous ai pas interrompu. Quand vous parlez de propos superficiels, quand vous parlez de manque de maîtrise, non, mon frère. Si vous êtes venu lors de la campagne de l'AFDEL, il faut vous assumer. Moi qui vous parle, je suis acteur et témoin de l'histoire politique de ce pays. Je vous informe, si vous ne le savez pas, Laurent Désiré Kabila avait rencontré Étienne Tshisekedi. À quelle occasion? Mais laissez-moi vous le dire, vous n'êtes pas informé. Je ne suis pas informé, allez-y. Tshisekedi délégué à Kabé à Kamanga. Et vous êtes là-dessus. Laurent Désiré Kabila donne l'ordre qu'on amène Tshisekedi à Lubumbashi. Tshisekedi arrive à Lubumbashi. Vous savez le discours de Laurent Désiré Kabila? Cher grand frère, on n'a pas eu l'occasion de se voir à Kinshasa. Maintenant que vous êtes venu ici, vous devez vous mettre en tête que la gestion du Congo aujourd'hui, c'est l'affaire des descendants d'Ilunga Mbidi. Authentique! Moi, je suis descendant d'Ilunga Mbidi, Moulouba di Katanga. Vous êtes descendant d'Ilunga Mbidi, Moulouba di Kasai. Alors mettons-nous ensemble pour gérer la République. Et Tshisekedi a répliqué par une seule et simple question. Dis bon, nous d'Ilunga Mbidi, d'accord. Mais ceux qui ne sont pas descendants d'Ilunga Mbidi, quel sera leur sort? C'est sur cette note-là qu'ils se sont séparés. Il a donné l'ordre qu'on ramène Tshisekedi à Kabé à Kamanga. L'autre élément important. Je te parle. Oui. Je crois que notre compatriote Kitoko sait pertinemment bien qu'un Rwandais avait été chef d'état-major général de notre armée ici. Il ne va pas le nier. Kabarebe. James Kabarebe était ici chef d'état-major général. Oui, mais quand vous niez, je n'ai pas nié. Quand vous rentrez jusqu'au déluge, ouais. Non, nous parlons de l'histoire récente et présente. Et donc, si nous lâchons des propos sur le plateau, nous avons des éléments. Merci. Malheureusement, une émission de peu de temps comme ça, merci. Ne peut pas nous merci M. Jean-Baptiste Amanda. Président Gabriel Moka, vous étiez candidat président de la République. Quelle était votre politique pour que, si vous étiez président, que le Est puisse au moins trouver la paix avant qu'on aille à un autre point concernant la gratuité de l'enseignement que le chef de l'État a parlé aux Nations Unies? Parce que terminons avec cette question de l'Est. Nous sommes les petits héritiers de Maréchal Mobutu à ce qui concerne la gestion et la sécurité du pays. S'il m'était donné que je sois chef de l'État, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ça n'est pas. Tous les Égyptiens que nous voyons à l'Est du pays ne pouvaient pas exister. Puisqu'ils sont venus avec l'AFDEL. La guerre entre nous et la Belgique, c'était après l'indépendance. Il y a un général belge qui avait dit après l'indépendance, ça sera Jean Sens. Ça sera comme avant l'indépendance. C'est Sauté qui avait demandé à la Belgique de former une unité qui doit contraindre Lumumba et Kosovo. Lumumba est mort. La Belgique a fait sortir. Il n'est pas mort, il a été assassiné. Il n'y a pas mort de sa mort. La Belgique a fait sortir James Scram. Ils ont créé la rébellion qui avait servi à bougement et donc au Kassai. Et ils ont pris en otage
comment on appelle ça, les Katanga. Il a fallu que Lumumba puisse s'attendre avec les autres, comment Tshombe puisse s'attendre avec d'autres forces. Et Mobutu, pour qu'on puisse se mettre fait d'abord. Mais Mobutu a été meilleur. Vous savez, on peut tout nier la force de Mobutu, mais pas sur ces plateaux ici. Mobutu a été meilleur sur tous les plans. Mais on l'école qu'il a livré Lumumba, oui, mais sous la bénédiction de la Belgique et des États-Unis. La Belgique avait accepté. Mobutu, c'était qu'un simple envoyé. S'il n'avait pas fait ça, on pouvait les tuer. Alors, quand ils ont créé ces multiples rébellions, Mobutu est parti au Kasaï d'abord mettre fin à la guerre qui était là-bas, le monopole et Kalonji, parce que Kalonji, on lui met ministre de l'Agriculture. Il faut aller vers l'histoire. On lui donne un poste par le moment de ministre de l'Agriculture. Les Kasaïens se sont ligués du non, notre fils, nous avons des diamants, nous avons ceci, il ne peut pas prendre ce poste de le ministère de l'Agriculture. Pour eux dire, c'est un ministère de Bité-Bouté. C'est-à-dire que quand on va commencer à compter 3, 5, 10 pas, il vous donne quelques mètres de plantation pour faire le champ. C'est par là qu'ils sont partis avec lui, chercher des armes, sous la bénédiction de la Belgique. Et on a commencé à tuer les Katangais là-bas, plus de 500 000 morts. Il a fallu la descente de Mobutu pour mettre fin à ça. Mobutu a dit, j'ai perdu mon temps, j'ai sacrifié ma jeunesse pour libérer les peuples Kasaï. Et ils ont fourni un effort pour mettre fin à la rébellion, la sécession katangaise. Bon, maintenant, on retourne vers l'Est. Mobutu a pris le pouvoir en 1967. Immédiatement, ils ont créé des multiples rébellions. Benyé, Maman Marie, Olenga, notre vieux ici qui vient de mourir, Gizenga, et puis l'autre, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, avec les Japon Mbemba, les vieux qui viennent de mourir ici. Yerodia. Tout ça était à Kisangani. Moi j'étais petit, j'étais dans la ville de Bumba. Le jour que Mobutu avait envoyé les militaires, le colonel Mobutu, pour prendre la ville de Bumba, j'étais là trop petit. Vers les grilles de l'Onatra, j'ai vu comment on tirait les rebelles qui tombaient. Cette rébellion qu'ils ont créée à l'Est, Mobutu a mis fin à ça qu'on appelait Kamanyola. Vous connaissez Kamanyola. C'est Kamanyola qui est le symbole de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Tous les Rwandais avaient fui, tout le monde avait fui et l'Est était déblayé. Moi je faisais du café arabica, de Beni, Boutembo, presque partout là-bas jusqu'à Mambasa. J'ai supporté les cafés, mais j'ai touché l'argent à Kinshasa, ça que je sois là-bas à l'Est. Président Mokia, attendez. Comment faire pour trouver la paix? J'arrive. Je ne peux pas seulement donner la réponse. Laissez-moi cimenter les arguments. Évolue. 2 minutes. On peut tout nier à Mobutu, mais la paix égale Mobutu. Sous Mobutu, il n'y avait jamais 12 millions de morts. Même si on le dit c'est superficiel, non. Mobutu a gardé l'unité. Nous avons étudié sous le maréchal Mobutu. On n'avait jamais vu les rebelles. J'ai vu les rebelles des gens que j'ai cités ici en 1960 et quelques, et mais là ils tuaient les Congolais. Moi-même, ma famille qui était à Kisangani était venue à Bumbadi, moi qui va l'amener à Kisangani. Mais j'ai résisté, j'étais trop petit à l'école primaire. Mais quand ma famille est rentrée à Kisangani, la famille a été décimée, tout le monde était tué. Si j'étais là, on allait me tuer à Kisangani. Avec cet espoir, ça peut nous permettre maintenant, moi si j'étais président de la République, aujourd'hui on ne pouvait pas parler de l'Est à cet état. Qu'allez-vous faire? J'allais faire ceci. Okay. J'allais mettre 25 000 hommes au niveau des frontières. J'allais j'allais payer correctement les militaires. Parce que ma proposition c'était $400 pour le paiement des militaires et des policiers. Ma proposition, à taille candidat. Avec quel budget? Les budgets qu'on... N'entrez pas dans le budget. Voilà. Moi je ne peux pas donner le budget imaginaire. Voilà. Mais maintenant, au vu de ces éléments, l'Est allait être propre. Pourquoi l'Ouganda ne vient pas ouvertement voler dans notre pays? Les minéraux de l'Est, le bois de l'Est, partent en Ouganda, les cafés de l'Est, sous le canal des rebelles. Vous savez, l'Ouganda opère dans notre pays le canal des rebelles. Le Rwanda opère dans notre pays sous la tenue de leurs rebelles. Mais maintenant, qu'est-ce que moi, je pouvais faire?
je pouvais mettre une armée pour détruire tous les rebelles qui viennent piller dans notre pays. Et j'allais mettre en déroute l'Ouganda et le Rwanda. Ils ne pouvaient plus avoir des possibilités, des moyens pour pouvoir financer des rébellions. Parce que ceux qui financent ces rebelles, ce sont le Rwanda et l'Ouganda. Il faut dire, appeler le chat par son nom. Voilà. Mais maintenant, vous les Congolais, vous voulez jeter le bal à un tel, Mobutu n'est plus vivant. Ceux que nous parlons, tous ça, ils sont plus vivants. Voilà. Comme vous m'avez posé la question, si un jour la chasse, je peux avoir cette chasse-là, d'avoir un poste de responsabilité à cette matière, avec moi, je ne me batte pas. Attendez, donnez-moi une minute. Je ne me batte pas, je vais mettre fin. Même l'ONU va devoir nous féliciter. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, on arrête les blindés de l'ONU avec les quotas à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez que les pays puissent avoir la paix? Voilà. Ceux qui sont venus, soi-disant, nous garantir notre sécurité, ils pillent nos richesses au même titre que les pays voisins qui envoient leurs fils pour piller dans notre pays. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on dit, l'ONU doit partir. L'ONU n'est pas pas. Ok, je veux que l'ONU puisse rester avec une portion réduite. Mais, nous-mêmes, les Congolais, qui sommes-nous? Nous facilitons le Rwanda qui entre par la grande porte pour piller, pour tuer. Et nous nommons nous-mêmes les Rwanda. Ils prennent nos territoires, ils prennent nos chefferies, ils prennent tout. Et maintenant nous prenons. Et puis, ils donnent leurs fils, attendez, ils donnent leurs fils dans notre armée. Pour ça, Gabriel Moka. Quand vous allez aller, merci. Se battre avec merci. Un territoire occupé par Monsieur Norbert Yamba, parlons de ce deuxième point. Apparemment, vous avez hérité un pays à problème. Donc, votre mandat de 5 ans, vous risquez d'échouer parce que vous avez un devoir, le peuple d'abord. Parlons de la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État en a parlé du haut de la tribune de l'ONU. Il dit l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Est-ce c'est le cas? Parce que de l'autre côté, il y a des enseignants qui tiennent à gréver. Merci. Merci. Je ne voudrais vraiment pas vous faire de leçons, mais je suis un andragogue. S'il m'était demandé de gérer ce débat, peut-être que je ne posterai pas de cette manière-là. Mais bon, quand ça le tient, on y va. Et je croyais que nous étions en train de faire l'évaluation du discours du président. Et en tant qu'élite politique, nous serions pu, n'est-ce pas, dégager les faits positifs, négatifs et proposer des solutions pour que ça se réalise. Que les choses se fassent de manière plus efficace, etc. Tel n'est pas le cas. On est arrivé... Évoluer, c'est le débat, évoluer. Dans une histoire où je ne comprends plus rien. Première chose, je voulais quand même valider ce qu'a dit Jean-Baptiste. Le président Tshisekedi avait rencontré Laurent Désiré Kabila. Lui et moi, nous étions actifs. Et si Michel voudrait le vérifier, qu'il aille voir Jean-Charles Okuto, il était encore... Je dis, je n'ai pas les images, s'il vous plaît. Je dis, Monsieur Michel Kitoko, laissez Norbert Mayamba parler, vous aurez le temps de parler. Voilà, Monsieur Norbert. J'ai dit que si vous voulez vérifier... Je dis, je ne vérifie pas, je n'ai pas les images. Monsieur Norbert, continuez. Monsieur Michel Kitoko, s'il vous plaît. C'est la presse qui devait faire les images. Laissez Monsieur Norbert parler. Vous aurez votre temps de parler. Voilà, évolue. Je n'aime pas faire des débats de quartier, je crois que... Je ne suis pas dans les quartiers. C'est bon, Monsieur Norbert. Monsieur Norbert. Deuxièmement, mais je confirme qu'ils se sont vus et je confirme ce que Jean-Baptiste a dit, de fond en comble. Et c'était ça, le poumon de la discussion. Deuxième chose, je voudrais également dire que la situation qu'on observe aujourd'hui sont les conséquences de ce qui a existé récemment dans notre pays. Et Jean-Baptiste a stigmatisé ça autour d'une expérience biologique. Combien de fois on a vu les agressions de l'Est se transformer au fur et à mesure. Tout ce que même Michel est en train de proposer qu'on aille à l'Est, etc., mais écoutez, c'est la même filière. C'est la même filière qui se transforme sur base d'une stratégie bien délibérée. La séparité transversale. Et donc, on est dans cette situation-là et la filière endosse la plus grande responsabilité.
Certes, c'est en quelle année? Vous allez là. Mais quand même, mais vous avez... Monsieur Michel, vous aurez votre temps de temps. L'exemple d'Aman, Non, moi je pense qu'on est dans la l'exemple d'Aman. On est encore dans l'armée. Non, on a les éléments pour Oui, l'armée. il gère ses minutes. Vous savez que moi, je vous ai écouté parler. Parlez, ok. Je vous ai écouté. Je suis prêt même à m'arrêter si vous ne voulez pas que... Évoluez, monsieur Norbert. Donc je voudrais simplement dire qu'on doit arrêter les incantations. Nous sommes dans un processus où on voudrait mettre véritablement la paix durable dans le pays. Mais il y en a ceux qui endossent la responsabilité devant l'histoire, devant les générations futures, pour avoir menti notre peuple. Des agresseurs se transformer en Congolais. Et ils ont monté des stratégies pour qu'ils puissent nous infiltrer partout. Et ils sont là. Ils savent ce qu'ils veulent faire de notre pays. Oui. Et beaucoup de Congolais qui aujourd'hui sont en train de contester cet état des choses sont dans une logique de complotation. Je suis désolé. Troisièmement, je voudrais également dire que la question de la gratuité. Gratuité de l'enseignement. Vous savez, quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Notre pays avait déjà prévu dans ses dispositions constitutionnelles et même de lois et textes réglementaires la gratuité de l'enseignement. L'article 43. Et avant que notre constitution justement puisse valider cela, il y a le sommet d'Addis Abeba en 1961 qui avait déjà demandé aux Africains, tout pays africain, d'assurer la gratuité à l'éducation de base. Ça n'a jamais été le cas. Et le maréchal a mis en place un système, même s'il faut le reconnaître, il a ses défauts, mais il avait affecté 26% du budget pour l'enseignement. Moi j'étais à l'université avec ça c'est mon condisciple, même s'il est mon ami. Nous avons touché la bourse. Nous avons touché la bourse. Voilà. Si. Il y avait le restaurant. Non, moi j'ai pas touché la bourse. Eh bien, toi tu n'as pas touché parce que tu es venu récemment. Oui. Voilà. Mais nous on touché la bourse, il y avait du transport, il y avait la restauration. Oui. 26%. Mais les 10 dernières années. Sous la gestion des cadres. Écoutez, on n'est pas allé au-delà de 3%. On n'est pas. Et c'est la moyenne statistique. La moyenne statistique. C'est-à-dire qu'en France, on peut vous dire 3%, mais on a fait seulement 1%. Nous étions dans cette logique-là. Et le président Tshisekedi arrive, il estime qu'on a trop menti notre peuple, et il y a eu trop de discours d'incantation. Il faut aller. Et c'est comme ça qu'il déclare la conformité à la Constitution autour de la gratuité. Des questions techniques devront se faire, tant mieux. Mais étant donné que j'ai beaucoup suivi, j'ai beaucoup apprécié l'appréciation du président Nokia, pour qui il faut mieux vaut tard que jamais dire coup de chapeau, parce que nous sommes ensemble. Merci. Vous méritez respect et considération. Candidat président de la République. Je voudrais également saluer mon frère Jean-Baptiste qui était malade, je ne l'ai pas vu, je me suis battu pour que je vienne ici. Il vous reste une minute. Coup de chapeau également aux combattants d'élite, patriotes, Michel qui doit comprendre qui est le vrai ennemi du Congo. Et nous avons été naturellement à comprendre que cette gratuité est très importante. Et ça va réussir, à moins que les ennemis du Congo se liguent pour remettre en question cette dynamique. Merci. Monsieur Michel Kitoko, est-ce que cette mesure de la gratuité de l'enseignement, ça dérange sur la toile? Est-ce que c'était une mesure précipitée? Je vais répondre à cette question, mais j'aimerais simplement dire à mon frère aîné Yamba Yamba, parce qu'il aime que je le respecte. Mais je suis plus âgé que toi. Voilà, laissez-les voler. Je vais simplement leur dire que d'où vient l'incantation? L'incantation vient de discours, simplement. L'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais c'est ce qu'il a fait au moment où on a fait de lui. Dans l'homme le plus essentiel, ce n'est pas ce qu'il va faire, mais c'est ce qu'il fait. C'est le plus important. Ce n'est pas je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous comprenez? Je reviens simplement à dire que si nous voulons mettre fin à la question de l'Est du pays par une volonté politique, il faut agir. Il ne faut pas justifier que tel ceci, tel cela. Quand on est homme d'État, avec une vision claire, il faut poser les actes qui permettent à ce qu'on trouve en vous le droit à la différence des autres. C'est mon combat. Plutôt que d'accuser les autres de manière permanente. Nous ne sommes pas face à un combat historique, nous sommes face à une solution à tant comme d'État. Okay.
j'aimerais revenir sur la question de la gratuité scolaire. Une minute. Ce que je reproche à mon frère Yamba Yamba, qui est un technicien important, consulté par la communauté internationale de temps en temps, il n'arrive pas, peut-être par vocation politique d'appartenir à l'UDPS, il n'arrive pas à dire la vérité au peuple congolais, parce que quand ça va capoter demain, eh bien, ça sera l'UDPS qui répondra. Yamba Yamba, je vais aller chercher partout pour qu'on fasse le même débat sur la question de la gratuité scolaire. C'était une précipité? S'il vous plaît. Non, c'est mal précipité. L'article 43 dit quoi? L'école primaire est obligatoire et gratuite. D'abord obligatoire. On ne peut pas sauter. Je vois les intellectuels de ce pays, ils sautent tous du coup vers la gratuité. Mais non. Pourquoi l'article 43 parle de l'obligation scolaire? C'est pour éradiquer l'analphabétisme dans notre pays. Pour être dans les standards de l'UNESCO, comme voulu. Et lorsque vous voyez sur le boulevard le président Mokalessé, vous voyez des enfants, papa Salissa avec l'enfant qui est sous les coups de l'obligation scolaire de la Constitution européenne, l'article 43. Vous le voyez en train d'accompagner l'aveugle qui est un handicap important dans un pays qui a un ministère des Affaires sociales. Et cet enfant a des heures scolaires. On doit pouvoir mettre le moyen pour l'accompagner. Ce que les enseignants n'ont pas reçu pour la problématique de Mboudi, ils veulent l'obtenir avec la gratuité scolaire. Et c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on devrait avoir des statistiques réelles par rapport aux enfants qu'on doit pouvoir accompagner obligatoirement à l'école. Parce que l'objectif à l'article 44, c'est quoi? Éradiquer l'analphabétisme pour que demain, qu'il n'y ait pas assez de délinquance. Si on prend seulement de l'argent du pays, et on dit on paye les enseignants, et on laisse pour compte ces enfants dont les moyens devaient leur être destinés pour qu'ils emboîtent le pas de l'école, je pense que demain, après-demain, nous allons toujours continuer à pleurer par rapport à nos enfants qui sont dans la rue, que les parents, les adultes ont envoyés dans la rue et qui ne prennent pas leurs responsabilités. Moralité. Il faut que le président de la République revoie cette question pour comprendre que les dispositions de l'article constitutionnel de notre pays s'adressent d'abord aux enfants qui ne vont pas à l'école. Ça, il faut savoir le dire. Et donc, l'État va les obliger à aller à l'école et s'occuper d'eux sur le plan financier et paiement. Dans ce premier temps. Si on agissait de cette manière, je pense que... Merci, je vais revenir vers vous. Président Gabriel Monkia, est-ce que ce n'était pas une mesure d'une manière précipitée, comme je viens de le dire? Il fallait peut-être attendre, d'abord construire les écoles, parce qu'apparemment l'État n'a pas assez les établissements qualifiés pour mettre tous les enfants congolais dans de bonnes conditions. Parlons de la gratuité, oui, mais quand même l'endroit et la qualité de l'enseignement. D'abord, on dit l'appétit vient à manger. Il faut commencer toujours quelque part. Après, on va constater dans tel lieu, dans tel endroit, telles écoles, ça ne suffit pas. Alors, commencer à détruire d'abord et puis... On ne va pas détruire, on peut toujours construire. Il y a des écoles qui sont trop vastes. On peut toujours construire quelque chose pour contenir ces enfants-là de la rue et les autres enfants dont les parents touchent moins de 40 ou 50 $. Mais si vous oubliez, je dis, j'avais dit à 2000, que si le peuple me fait confiance, je vais décréter gratuité de l'enseignement primaire, de secondaire et secondaire. À l'élaboration de la Constitution, j'avais répété ça aux émissions réalisées dans une télévision de la place. Mais on a inséré quand même l'article 43, qui n'était pas d'application. On parlait beaucoup, quand on soulevait ces problèmes de gratuité, c'était une histoire pour vous amener en prison. C'est comme si la Constitution n'est plus à la portée de tout le monde. Maintenant que quelque part, quelqu'un a eu le courage d'estimater cette gratuité, il faut le remercier. Il a commencé quelque part. Pour atteindre 10, il faut commencer par 1. Aujourd'hui, je vois les gens qui critiquent. Moi, je dis non. Il a commencé. Moi, surtout, je ne peux pas critiquer. Je peux dire que je peux être auteur. Même si cela a été décrété en Afrique, comme le dit notre frère, en 1961. Mais j'ai amplifié ça. Sous Mobutu, je n'étais pas tellement mis pour pouvoir amplifier des choses. Mais avec l'évolution
je suis entré dans la politique et j'ai commencé maintenant à dire ce que moi j'ai pensé. J'ai amplifié la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Je suis allé même trop loin. Au niveau de l'université, je vais réduire les frais académiques à 250. Si les étudiants pouvaient murmurer, je vais m'arrêter à 200. Mais tout cela, puisqu'il y aura la paix, il y aura la production, nous allons emmagasiner l'argent, il y aura maintenant, l'économie sera rosée. C'était ça maintenant. Donc il faut comprendre maintenant ce que moi je suis en train de dire. Je suis un ancien opérateur économique. Mon rôle, j'avais commencé mes affaires à 500 dollars en 1977. Aujourd'hui, je parle de millions. J'ai progressé dans les affaires. C'est la même chose. À fortiori, l'État a des infrastructures. Vous arrivez à les ministres et tout ça, vous allez trouver tout. Mais c'est votre intelligence qui doit te permettre maintenant de faire mieux. Si vous avez trouvé, l'État produisait 3 milliards de dollars, avec votre intelligence, vous travaillez, vous arrivez à 40 milliards de dollars. N'est-ce pas? Parce qu'on a tout. Mais ce qui est chez nous, c'est du fainéantisme. On prend l'argent du pays parce qu'on a la force. On va aller cacher l'argent du pays quelque part. Et les banques étrangères travaillent avec notre argent. Quand vous parlez, vous avez vu comment les Africains avaient minimisé. Oui. Quand vous avez dit lors du sommet de la boule, sous Mitterrand, on a dit l'aide de la France aux Africains est conditionnée par le respect des droits de l'homme et de la démocratie. Qui ça? Hissène Habré avait murmuré dehors. Mais comme les Africains nous aimons toujours nous trahir, ce qu'il avait dit est arrivé dans les oreilles de François Mitterrand. Il dit bon, si c'est comme ça, on va faire l'ouverture dans l'opération Épervier, qui était venu de Darfour presque partout. Ils ont renversé maintenant les présidents qui avaient pris le pouvoir par les armes. Hissène Habré. Voilà. On a mis maintenant un autre président qui, celui-là, était soutenu par la France, mais ça n'a pas été. Merci. Voilà. Pourquoi? Parce que l'Africain est faible. L'Africain est faible. L'Africain trouve mieux, je prends mes 10 000 dollars, je vais mettre dans un compte en France. Voilà. Attends, je termine là. Un compte en France. Mais dans mon pays, je ne paye pas les impôts. C'est ce que j'avais dit dans mon discours. Si aujourd'hui je suis élu, tout le monde doit payer les impôts. J'ai dit même à Félix, j'ai dit, voilà, prochainement, il faut que nous tous, même si moi je veux solliciter l'audience auprès de toi, il faut qu'on me pose, vous avez déjà payé votre impôt. Parce qu'avec les impôts, Félix, tu sais qu'il peut, rien que les impôts, nous sommes ici, c'est 80 millions, on a des impôts du superficiel, chacun dit de ça par soi. Mais si 60 millions de Congolais et Congolais payaient l'impôt, je crois que le constat qui sera fixé, le gouvernement ne va pas souffrir. Mais cela ne va pas donner, pardon, un chèque à blanc au Premier ministre et les autres. L'argent qui a avec les impôts. Laissez-moi quelques secondes. Il nous reste 5 minutes là. Quelques secondes, c'est moi je termine là. L'argent qui entre, la primature doit bien gérer cet argent. La primature doit avoir des techniciens pour la bonne gestion. La primature doit payer, avec cet argent, payer les Congolais qui ont des dettes envers l'État. À ce moment-là, c'est l'État qui doit bénéficier. Mais quand vous jouez avec ça, j'ai vu les écoles que l'État a demandé gratuitement. J'ai vu dans le Facebook, dans une classe, les enfants assis même pas. Il y a d'autres dans les bancs, il y a d'autres et puis ils transpirent, l'autre commence à pleurer. Moi je vais rentrer à la maison. Ça c'est l'esprit de la gratuité. Même si ce n'était pas préparé, mais premier jour, deuxième, troisième jour. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, c'est vrai, on parle de la gratuité, mais les dangers est que cette gratuité consomme la moitié de notre budget. Est-ce que nous avons des ressources vraies pour augmenter les budgets parce que dans tous les secteurs, il y a des problèmes? Oui. Monsieur le journaliste... vous avez 2 minutes, on fait la dernière tour du table. Merci. Vous savez, les propos que j'avais tenus ici, je les ai tenus à ma qualité d'ancien secrétaire national à la communication média, porte-parole national de l'UDPS. Et j'avais des entretiens des fois, seulement avec le président, nous deux, fait Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Gratuité de l'enseignement. Je crois que
il y a des ressources additionnelles. Il faut que nous interrogions la mandature passée. Vous suiviez chaque fois qu'il y avait présentation des budgets. Matata Pogno nous revenait avec un programme de construction de 1000 écoles par exercice budgétaire. Et l'argent était sorti. Okay. Ces écoles n'ont jamais été construites. Ok, merci. Voilà pourquoi je suis en train de chuter en disant que, je le répète et je l'avais dit la fois passée, le président Félix doit ordonner l'audit de la République. Merci. C'est cet audit-là. C'est merci. 5 secondes comme mot de la part. Monsieur Norbert Yamba, le chef de l'État a aussi parlé. En ce qui concerne la santé, la maladie d'Ebola, votre mot de la part. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que dans 2-3 mois, on peut quand même trouver la solution dans ce secteur-là? 10 secondes. Non, je voudrais simplement apaiser mon frère pour dire que je suis technicien, je le reste. Et que si j'émets un point de vue, et même le président le sait, je l'émets en âme et conscience. Ok. Mais soyez rassurés que l'approche du président, c'est une approche systémique. Au même moment, il parle de la gratuité, au même moment, il met en place un mécanisme pour drainer les moyens. Le président Mouka vous a dit, il faut que les gens payent les impôts. Il faut qu'on lutte contre la corruption, il faut qu'on change la mentalité. Et donc tous ces éléments faisant combien, lorsqu'il faut véritablement drainer l'argent dans les trésors publics, on aura le moyen. Le montant que vous parlez, qui est un montant standardisé pendant une dizaine d'années, de 4 milliards, c'est un montant qui était toujours accompagné de volatilisation. Merci, président. On a dépassé largement le minute. On va revenir. On a dépassé largement les minutes, s'il vous plaît. Monsieur Michel Kitoko, votre mot de la fin par rapport à l'émission de Jean. Mon mot de la fin, c'est que le président de la République doit faire attention à ceux qui, de manière permanente, risquent de montrer qu'il est toujours dans les biens. Non. Moi, je suis de ceux-là qui diraient que le président n'est pas un magicien, nous devons lui apporter certains éléments lesquels vont permettre à ce qu'il puisse aller vers de l'avant. Merci. Pour chuter à cette question, je dis le peu de moyens dont nous disposons devait aller à l'obligation scolaire pour ceux qui n'ont pas les moyens. Merci. C'était votre mot de la fin, président. C'est important de merci, monsieur Michel Kitoko, président Gabriel Moka. Mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Par rapport à l'émission a été avec les techniciens à la matière, je le félicite du tout. Mais je vous dirais, tant qu'on ne doit pas mettre fin aux fabrications d'Ebola dans notre pays, le pays ne peut pas aller. Vous avez vu vers Bikoro, ce quoi on avait dit qu'il y avait Ebola. J'ai dit chez moi, je dois manger les poissons qui viendront de ma province. Je ne suis pas mort. Et quand j'ai commencé à parler, c'était Ebola politique. 7 jours après, on dit l'Ebola est terminé. Voilà. Mais je dis aux Congolais, l'Ebola n'existe pas. Merci. C'est l'Ebola politique. Merci. Pour le pillage des richesses de notre pays. Merci. Car les Rwandais ne meurent pas. Ceux qui amènent des petits porteurs pour transporter nos matières ne meurent pas. Merci. Ceux qui meurent, ce sont des Congolais. Merci. Dans l'occupation, dans les plantations d'autres forces. C'est ça qu'on a baptisé ça Ebola dans notre pays. Merci pour mon argent. Félix, votre mot de la fin, M. Jean-Baptiste Boumbanza. Merci, monsieur le journaliste. Et le mot de la fin, c'est que pour réussir tout cela, il faut l'application de la bonne gouvernance. Merci. Non, monsieur. On a la C'est fini pour aujourd'hui. Fidèle à téléspectateurs, sur ce plateau, j'étais avec le président Gabriel Moka. Il est le président de l'MDCO, Mouvement des démocrates congolais, l'un des anciens présidents, l'un des anciens candidats présidents de la République. Merci de nous avoir honorés. Monsieur Jean-Baptiste Boumbanza, il est un vrai patriote, cadre de la Mouka. Merci de nous avoir honorés. Et monsieur Michel Kitoko, leader des clubs des patriotes congolais. Merci également de nous avoir honorés. Monsieur Norbert Yamba, un esprit, il est cadre de l'UDPS et cash. Merci de nous avoir honorés. Merci aussi à notre directeur des programmes pour l'année 15 et aussi à notre AG pour la confiance et à toute l'équipe. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.